Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas cité mon mentor René Potier qui m'encourage et qui nous encourage, j'allais le dire, nous les jeunes communicateurs, mais bon, peut-être un mot de trop là, dans cette affirmation-là, mais à utiliser ce qu'il appelle... Est-ce que c'est vrai que tu communiques le moyen? mot communicateur? Ouais, Peut-être. Peut-être 2 mots de trop, et peut-être plusieurs mots en trop, qui nous encourage lorsqu'il lorsqu'il nous façonne. Il nous encourage à utiliser le contenu gratuit, il appelle ça comme ça, à l'écran. Il fait beau. Contenu gratuit. Alors, c'est l'action de grâce hier, contenu gratuit. Pourquoi avez-vous de la gratitude? Hein? Pour ceci? Ouais. Ah, Martin. Oh, pas live. C'est vrai, moi aussi, ça serait sur ma liste. C'est C'est la seule affaire que j'aime, moi. C'est la seule affaire que j'aime. Professionnellement, oui, c'est un petit moment de bonheur se retrouver ici à Tellement Hockey, donc j'abonderais. Puis évidemment, hier, c'est la famille, c'est les enfants. Ben oui. Les réponses vont être plates. C'est du correct. contenu gratuit, mais plate. Ça, René, il faudrait peut-être y en parler. Ouais, c'est ça. Des fois, René, c'est plate. Non, c'est pas vrai. Pour avoir du bon contenu, il faut que tu payes. De nos jours, Exact. C'est Souvent, comme c'est dans comme tout. ça. Exact. Quand c'est gratuit, souvent, c'est ordinaire. Parce que, tu sais, des fois, au mois de novembre, un petit match contre les Sharks de San Jose, c'est 2 points gratuits. 2 points qui traînent à terre, comme on dit. Ça se peut que ça donne un match plate. C'est ça. Donc, c'est ça. gratuit ne veut pas toujours je suis dire content. enthousiasmant. Parce qu'on progresse dans l'exploration de ce thème-là. On pourrait dire que de suivre une équipe de hockey qui comment dire, fait pas juste passer le temps, ça, on pourrait avoir de la gratitude pour ça aussi. Parce que ça change. Oui. Hein? Ça change un peu. Oui, ça change. change de ce que des deux dernières années. il est encore tôt, là, mais pour l'instant. Oui, mais je pense pas que ça va... Il n'y a pas de raison pour que ça arrête. Là, ils seront peut-être pas bons, puis peut-être qu'ils n'auront pas de succès, mais au moins... Et toi pour la quoi normalité. as-tu de la reconnaissance? Ben écoute, les mêmes choses que toi, là. Oui, la famille, tellement ça, hockey, ces affaires-là. ces choses-là. Bon. Toutes sortes de choses comme ça. La santé. Je suis étonnamment en santé pour... Oui, étonnamment, je suis du effectivement. bois. Oui. Pour un garçon qui est... Pour un jeune communicateur. Un jeune communicateur en perte de... Ouais, non, c'est... Ouais, c'est ça. OK. Bon, mais tant mieux. OK. Ah, parfait. OK. Bon, et pour vous tous et toutes, qu'on a de la gratitude pour ça, pour vous tous et toutes qui êtes là, qui cliquez, qui écoutez, non, mais c'est vrai, qui venez nous le dire de plus en plus. Même si c'est gratuit. Ça, c'est vrai, ça. C'est le contre-exemple. On devrait peut-être le rendre payant, le balado. Oui. On va avoir ce brainstorm-là pas en ondes. Non. On va le faire ailleurs. Tellement hockey. La seule affaire gratuite qui est bonne. Hein, C'est bon. C'est un bon slogan. Merci, merci. OK, aujourd'hui, c'est un début de saison. Quand il faut revoir le match et il y a des faux départs, c'est Tellement hockey, épisode 345. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Et reconnaissant de l'être. Voilà. Ben oui, vous êtes privilégié. Tout à fait. Un cénacle de privilégiés. Notre tour d'ivoire. Ouais, c'est ça. Vous regardez les autres de haut. Avec notre longue barbe blanche. Ouais, OK. Et Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Salut, Alex. Je pense que je t'ai pas dit salut. Salut, Alex. Salut, Marc. Je m'appelle Alexandre Coupard. Oui, non. Ouais, il y a un lancer très caché, on dirait. C'est pas. Il dégaine très vite. Puis, je pense pas que les gardiens ils le connaissent encore, parce qu'il cache sa shot beaucoup. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est son pace. Il est vite sur le forecheck. Il va, il disrupt. Ouais, il dérange beaucoup sur le forecheck. Il évite à récupérer des rondelles ou à garder des pucks en vie pour nous autres. C'est un bon patineur, puis il amène une pesanteur. Martin Saint-Louis, après le match de lundi contre les Pingouins de Pittsburgh, qui commentait le travail d'Emile Heinemann, qui connaît incidemment un plutôt bon début de saison, mais pas mal une des seules réponses de Martin où il s'est épanché dans le positif.
Parce qu'on a On peut beaucoup dire ça, attendu. oui. C'était du Ouais. positif neutre. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. C'est du positivisme dit sur un ton neutre. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été plus positif que ça après le match. Et il a beaucoup répété qu'il allait devoir revoir le match. Et tu le disais, tu le précisais, c'est le confrère Lorange qui l'a écrit dans la presse. Il faut comprendre que quand Martin Saint-Louis dit je sais pas, il faudrait que je revoie le match, ça veut dire Il veut pas critiquer. Il veut pas critiquer ou que ça cache qu'il n'est pas content. Il n'était pas content, Martin, hier. Martin Saint-Louis. Moi, Martin Leclerc était présent. Martin Leclerc, est-ce que Martin Leclerc était content? Depuis mon ordinateur, je trouvais qu'il n'avait pas l'air de bonne humeur, mais comme Martin C'est Leclerc vrai. était Ouais. sur Ben, place, Ouais. je vais le laisser commencer. Non, il était vraiment pas de bonne humeur, l'entraîneur. Et ça, ce qu'on a vu durant son point de presse, c'est qu'il faisait des efforts pour tenter de donner des réponses. Ouais, c'est ça, Ouais. pour pas s'emporter. Puis il faut apprendre à faire ça quand tu es entraîneur dans la Ligue nationale. Il y a 82 matchs. Il y a des soirs, c'est extrêmement décevant d'être entraîneur d'une équipe. Quand tu penses les avoir bien préparés puis que tu es en début de saison, tu sais, il y a quelques phases dans une saison, mais les 15-20 premiers matchs, ça devrait être la phase de l'enthousiasme, de l'énergie. Les joueurs ont eu un long congé, la saison morte, c'est une nouvelle aventure qui commence et tu t'attends à ce que tout le monde soit extrêmement enthousiaste et prêt. Et c'est vraiment pas ce qui est arrivé hier. Le Canadien n'était pas prêt pour ce match-là. Le Canadien avait de la difficulté. Beaucoup de joueurs avaient de la difficulté à faire des passes courtes, là, sans pression, des réceptions de passes aussi, des jeux de base. Et je pense que Martin était déçu dans l'ensemble. Il y a eu beaucoup de phases du match qui ont été très mal gérées pour des gars de la Ligue nationale. Tu sais, on disait la semaine dernière, c'est la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue, mais c'est quand même une équipe qui est ensemble depuis longtemps. Là. C'est une des organisations où il y a eu le plus de stabilité. Ouais. Alors, les jeunes de l'équipe ont quand même du vécu et il y a des buts. Le Canadien, malgré un départ affreux, a réussi à remonter la pente, à prendre les devants, puis après ça a été très, très mal géré. Alors, il était très déçu, Martin Saint-Louis, puis il n'a pas voulu faire d'esclandre avec ça parce que ça ne donne rien de se donner en spectacle en point de presse, mais on voyait qu'il était déçu. C'était le thème, hein, ça. Puis, j'ai envie de dire, c'est un peu le thème de ce début de saison. Puis, c'est un peu ça qu'on disait aussi la semaine passée. On dirait que le fait que les matchs préparatoires n'ont pas servi à grand... Ou du moins, n'ont pas eu l'impact escompté. Ou leur utilité habituelle, là, c'est-à-dire de se réchauffer. On sent que cette équipe-là n'est pas réchauffée encore. Oui, je pense que Martin a dosé ses commentaires. Oui, Saint-Louis... Non, Martin Leclerc, il dose pas. Il est toujours très généreux. Ouais, exact. Mais parce qu'après le match contre Boston, il avait été quand même assez acerbe dans ses critiques en disant on avait des passagers ce soir. Ça, c'est vraiment pas un discours qu'on entendait. Et on était au match numéro 2 de l'année. Donc, je pense qu'il réalise que il va y en avoir plusieurs des soirées pénibles puis qu'il ne pourra pas toujours non plus sortir le fouet puis les faire mal paraître certains de sa troupe. Donc, c'est ça. Il a été mesuré dans ses commentaires. Je sais qu'on a beaucoup insisté sur le fait que le Canadien avait mal commencé le match, et avec raison, là, effectivement. Mais moi, ce qui m'a le plus déçu, je dirais, ou inquiété, c'est ce qui est arrivé par la suite. Parce que quand ils en ont pris le contrôle à 3-2, honnêtement, il y avait ce match-là entre les mains. Les Pingouins n'étaient pas inspirés à ce moment-là. Ils paraissaient plutôt amorphes. Ils avaient perdu leur élan du début de la rencontre. C'est une vieille équipe qui ne connaissait pas un si bon début de saison. Une victoire, 2 défaites avant de se présenter au Centre Bell. Donc, il y avait vraiment le truc en main. Et puis, il y a eu une enfilade d'erreurs qu'on peut mettre sur le compte de la jeunesse, mais des fois, on peut aussi se tanner de se faire servir cette excuse-là parce que il y a eu 2 de ces buts-là qui ont suivi quand les Pingouins ont fait 3-3 puis jusqu'à mener 5-3. Laissons de côté le but dans un filet désert. 2 de ces 3 buts-là qui ont suivi où le premier trio du Canadien était sur la glace et où des erreurs bêtes ont permis ces ouvertures-là. Et puis Nick Suzuki a 25 ans. Ça fait quoi? 6 ans qu'il est dans la Ligue nationale maintenant. Cole Caulfield aussi commence à avoir de l'expérience.
Slafkovský est très jeune. C'est quand même une 3e saison dans la Ligue nationale, mais il demeure très jeune. Là. Ah oui. Donc, oui, c'est un jeune premier trio, mais comme eux-mêmes l'ont dit en début de saison, ils ont de l'expérience. Et tu t'attends à ce que il y ait certains principes de base qui soient intégrés puis qui ne permettent pas à l'adversaire justement de voir une brèche puis de s'y engouffrer. Puis là, je parle, entre autres, du but qui a créé l'égalité 3-3, où les 2 défenseurs ont appuyé l'attaque, ce qui est un brin inusité, là, on s'entend, là, Matheson et Barron. Alors que tu détiens l'avance dans le match, il reste 3 minutes à jouer dans une période. La chose la plus importante dans ta vie, c'est de rentrer au vestiaire avec une avance. Exact. Et tu as Matheson qui entre profondément en zone adverse. Et Barron qui est... Et Barron, c'est Barron qui est le gars devant qui fonce au filet pour recevoir la passe. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis d'accord avec toi. Il manquait juste mon tambour, puis... Non. Mais Suzuki, alors... C'est son travail. Si ces 2 gars-là prennent ces chances-là, ça fait d'ailleurs partie du système de jeu du Canadien, là, de ces deuxièmes vagues d'attaque-là, en seconde vague, et puis de faire participer les défenseurs à l'attaque. D'accord, mais là, les 2, donc oui, ils ont compliqué la vie des attaquants, on s'entend, mais Suzuki aurait dû reconnaître ça. Puis le capitaine est allé tranquillement faire le tour du filet, était complètement sorti du jeu. Slafkovský s'en est aperçu qu'il fallait qu'il reste en arrière, mais bon, c'était pas évident à patiner de reculons. Bref, un peu tout le monde s'est trompé là-dessus, mais j'ai la façon dont le premier trio s'est comporté, puis le manque de reconnaissance, si je peux dire, de la situation de la part de Suzuki, moi, j'ai trouvé ça ordinaire. Et ça s'est reproduit dans le but lors du but qui a fait 5-3 pour les Pingouins. C'était encore le premier trio qui était sur la glace. Caulfield qui cesse de se replier. Suzuki, Slafkovský qui se font passer par Matt Grzelcyk comme si de rien n'était. C'était mou, c'était nonchalant, c'était pas incarné. Là, on semblait pas être alerte dans le match. Et c'est une tendance là, depuis le début de la saison. Alors, Martin Saint-Louis dit souvent, c'est plate, il faut toujours préciser maintenant. On va être assez content quand ils vont changer. Non, c'est pas vrai. Il va s'appeler Alexandre. Ou Marc-Antoine. Ah non, ça va être pire encore. Alors, c'est ça. Donc, Martin Saint-Louis dit souvent, bon, on va pas coacher, diriger en fonction des tendances d'un jeune joueur ou d'un groupe, ou si c'est juste quelque chose de ponctuel dans le temps qui arrive là, mais qui est plus l'anomalie, plus l'exception que la norme, je ne m'attarde pas nécessairement à ces choses-là. Mais depuis le début de l'année, il y a beaucoup de couvertures défensives déficientes un peu partout, mais particulièrement du premier trio. Puis c'est de leur responsabilité là, d'être meilleur que ça, parce que depuis le début de la saison, ce n'est que 4 matchs, mais ils se sont fait, j'ai marqué dans mes notes, manger bien raide dans chacun des matchs par l'opposition. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je me souviens de conversations qu'on avait la saison dernière où on parlait du fameux interrupteur, où on disait cette équipe-là est mauvaise défensivement, il y a la structure défensive est pas là. Et ça ne pourra pas arriver la saison prochaine en parlant de cette saison. Ils ne pourront pas dire là, on lève l'interrupteur puis on se met à bien jouer défensivement. Ça arrive pas comme ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on voit. Il y a juste 4 matchs de jouer. C'est un petit échantillon. Mais si tu veux faire un sondage national, tu n'as pas besoin de parler à 29 millions de personnes pour sentir la tendance. Mais si on regarde, il y a des choses qui étaient dans l'ADN de cette équipe-là qui se répliquent cette année, des mauvaises premières périodes. Il y avait souvent des mauvais débuts, des mauvais débuts de match la saison dernière. Ça arrive encore cette saison, défensivement. Des buts en fin de période. Alors, va falloir, si cette équipe-là veut vraiment rester dans le portrait jusqu'à la fin, il va falloir que ça soit nettoyé. Puis il y a des belles choses qui se font à travers ça, l'avantage numérique. Les unités spéciales. Oui, les unités spéciales vont bien, mais là, ça aussi, je vais le tempérer parce que ce matin, je suis allé voir, dire à cette période-ci, l'an dernier, comment était l'avantage numérique du Canadien. Puis je pense dans les 16 premiers matchs ou dans les 15 premiers matchs, l'équipe avait marqué 16 buts en avantage numérique déjà. Et ils en ont marqué 44 au cours de la saison, un total de 44, fait que ça s'est gâté. L'effet de nouveauté peut-être, là, puis il y a eu la blessure à Sean Monahan après ça, après les fêtes, je pense. Mais bref, c'est ça, il y a des choses c'est la même équipe.
Donc, les mêmes défauts que l'année passée. C'est pas vrai que tu commences une nouvelle saison et tu dis tout ce qu'on avait comme problème collectif, on a rangé ça derrière nous puis on va jouer de façon différente. Ça va être une route qui... Ça va être un plafond de verre difficile à faire sauter. À faire éclater, oui. Puisqu'on parle de ce système défensif-là, puis c'est de quelque chose dont on s'inquiétait déjà l'année dernière, sa complexité ou enfin la difficulté de l'intégrer. Je pense qu'on Toronto puis Boston aussi, c'était assez évident là, qu'il y avait de la confusion, disons ça comme ça. Est-ce que ça évolue positivement malgré la défaite contre les Pingouins? Parce que c'est des moments dans le match que le Canadien a dû payer comptant. J'entends par là qu'il y a eu une erreur, il y a eu un but. Oui. Mais c'était quand même moins... puis vous me direz, l'opposition n'était pas la même. Là, vous me direz, c'est ça, les Pingouins, c'est pas les Maple Leafs. Là, mais reste que... sentez-vous que ça se peut, que ça progresse? Ben, c'était clairement... Ou est-ce que ça progresse pas? C'est vrai qu'en tant que système, c'était mieux dans les matchs numéro 3 et 4. On peut y apporter un bémol parce que Ottawa n'a pas disputé une grande rencontre samedi soir, honnêtement. Mais... ça a été le meilleur match du Canadien défensivement là-dessus. Donc ça, il n'y a pas de doute. On ne percevait pas cette confusion dans leur propre zone. Et contre les Pingouins, tu l'as assez bien résumé, c'était des erreurs ponctuelles et non pas nécessairement une équipe qui s'installe dans la zone, organise... le cycling, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. L'attaque en cercle. Voilà. L'attaque en cercle. Garde ça simple. Il y a le grand V, il y a l'attaque en cercle. Mais donc, alors, c'est pas une équipe qui est installée puis qui cherche par tous les moyens à créer de la confusion puis à profiter d'une erreur de couverture. C'était vraiment plus sur des contre-attaques. Des moments où les deux défenseurs sautent dans l'action puis que les attaquants ne s'en rendent pas compte puis ne réagissent pas de la façon dont il aurait fallu ou des replis défensifs pas assez combatifs de certains attaquants, etc. Donc, c'était vraiment plus des petites erreurs ici et là qui, justement, auraient pu être évitées assez facilement. Les Canadiens avaient le contrôle de ce match-là, je le répète, et c'est ça qui est d'autant plus frustrant. Alors, je comprends les joueurs de dire on n'était pas prêt, puis il faut être prêt, puis c'est inacceptable qu'on ne soit pas prêt pendant 10 minutes pour commencer un match, c'est vrai. Mais malgré ça, il avait repris le contrôle. Puis je pense pas qu'il y avait eu à dépenser une énergie folle pour le faire. Là. Mm-hmm. Et on était à mi-match, puis c'était 3-2 pour le CH, et avec une équipe à plat de l'autre côté, et ils se sont eux-mêmes saboté, appelez ça comme vous voulez. Puis moi, disons le point qui m'inquiète un petit peu plus depuis le début de l'année, là, c'est vraiment le trio de Suzuki. En 4 matchs, ils ont 32% de possession de rondelles. Donc c'est famélique, là, on s'entend. Ils ont été dominés dans chacune de leurs confrontations. Puis hier, ils ont surtout joué contre le trio de Crosby. Et c'est pas ce trio-là qui a fait du dommage. C'est beaucoup plus celui de Malkin et Crosby et compagnie. Donc avec Beauvillier et Rust, ont été corrects, là, sans plus. Ils ont pas fait des flamèches, mais même à ça, à 5 contre 5, j'entends, ils n'ont pas l'avantage. Alors 6-2, les chances de marquer pour les Pingouins contre le premier trio. Hier, depuis le début de l'année, 5 chances de marquer de qualité, là, 5 chances de marquer à 5 contre 5 pour le trio de Suzuki en 4 matchs, contre 18 accordés. C'est 21, ils contrôlent 21% des chances de marquer de qualité. Donc, c'est vraiment un problème. Et pour l'instant, ils ont 4 buts marqués et seulement 2 accordés. Donc, quand vous regardez la colonne qui compte le plus, wow, c'est bien. Le 2 tiers des buts leur appartient, mais ça ne durera pas. Là. Si ce jeu-là, il statistiquement, ça peut pas tenir. Sauf que ce n'est pas qu'une statistique. Moi, j'ai senti que ça recommençait à revenir, non? Hier, entre autres. Il y a une correction qui va se faire, là, parce que ce trio-là est capable... n'a pas été dominant à date depuis sa création, mais quand même, la saison passée, les gars étaient plus proches du 49-50%. Là, il y a une anomalie là, puis j'espère qu'ils vont la corriger rapidement. Mais tu regardes chez les Oilers présentement, ils ont ce genre de problème-là. Chez l'Avalanche, le premier trio a ce genre de problème-là. Et je ne fais pas de comparaison. Alors, le titre du balado, ça va être Martin Leclerc, 2 points. Le Canadien est au même niveau que les Oilers. Comme McDavid et McKinnon.
c'est le premier trio, c'est le noyau qui dicte la destinée d'une équipe dans cette ligue-là. Et si le premier trio ne fait pas un gros bond en avant, ça va se compliquer assez rapidement. Là, et cette équipe-là ne peut pas traverser de période creuse parce que ça va... Il y a la correction statistique en faveur du premier trio où il devrait mieux contrôler la rondelle, mais il y a aussi celle des buts de l'autre équipe si jamais ça se rétablit pas très rapidement. Là. Mais à l'œil, déjà hier, moi, j'ai trouvé que ce trio-là se ressemblait plus. Oui, mais deux grosses erreurs. Oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Ça a coûté. Bon, mais tiens, faisons... Comme on disait la semaine dernière, le seul premier trio de la Ligue nationale dont dont tous les membres n'ont jamais terminé dans le positif. Saison. Puis là, sont-ils en ce moment? Non, peut-être pas. Probablement. Je pense que Suzuki est à 0. C'est le temps là, de regarder. Parce que vu qu'ils sont 4-2 à 5-5, donc... Ah non, il est à -2. Suzuki est à -2. Oh. Les gars. Tellement OK. Écoutez des gars, pitonnez à l'ordinateur. Un peu plus de 0. Tu vois Slav? Je te dis Slav aussi. 0. C'est pas fort. OK. Tiens, réglons ça. Je voulais... on va s'accorder une petite respiration tantôt, puis on regardera un peu la brigade défensive, parce qu'il se passe d'affaires, disons ça comme ça. On disait, c'était vendredi dernier, Saint-Louis déjà jouait avec ses trios, ses duos, mais là, il joue avec ses duos à tous les matchs, là, ou presque. Mais juste terminer avec l'attaque... C'est beau le premier trio, là, mais reste que c'est assez tranquille derrière. Là. Quand c'est Oliver Kapanen puis Emil Heinemann qui mènent la charge, ce qui est bien, là, mais ils sont nombreux. Là, Jake Evans, le trio de Jake Evans va quand même... C'est le meilleur trio depuis le début de la saison. Mais ça se concrète... Gallagher a 2 buts, un avantage numérique. Anderson a marqué une fois aussi. Oui, mais c'est quand même pas l'abondance. Là. Mais ils génèrent beaucoup de chances de marquer. Ils sont pas pris dans leur zone à outrance comparativement avec d'autres trios. Mais c'est ça, c'est pas le même niveau de talent offensif. Là. Ils vont pas marquer autant de buts, mais c'est le trio qui se comporte le mieux à date. Bon. Oui, bien là, le deuxième trio, c'est un peu un désert, mais je pense que c'était à prévoir. Là. Puis Martin aussi a été relativement indulgent. C'est le seul autre moment dans sa conférence de presse de lundi soir où il a été plutôt indulgent, c'était envers Kirby Dach. Il fallait s'y attendre. Là. Dach a joué 2 matchs en 1 an et demi. Il a été beaucoup blessé avant ça aussi. Le calendrier préparatoire est tout croche. A été tout croche, n'a rien donné comme on le sait. Donc c'est sûr. Là. Puis là, il jouait 4 matchs en 6 soirs pour commencer la saison. C'était énorme. C'est sûr que ça va prendre un certain temps avant de s'énerver avec ça. On verra. Mais oui, tu as raison, il va avoir besoin de cet apport-là éventuellement. Surtout si le premier trio là, connaît des ratés plus souvent qu'à son tour. Donc, pour l'instant, c'est pas la panacée. Ce qui est réjouissant, moi, c'est vraiment le trio d'Evans et les jeunes un peu aussi. Il y a du renfort un peu, enfin. Puis c'est ça le but. Dans une reconstruction, éventuellement, il faut que tu fasses de la place, qu'il y ait des jeunes qui débarquent puis qu'il soit capable d'avoir un impact immédiatement. Puis évidemment, c'est le cas de Lane Hudson, mais Kapanen tire son épingle du jeu. C'est un joueur intelligent. On va voir là, jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il va rester toute l'année? C'est pas certain encore. Puis Heinemann, pour l'instant, semble prendre ses aises. Sortir de sa coquille un peu. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il frappe. Ouais. Il en échec avant, il est intense, il est acharné. Il a tout un lancé caché, comme nous l'a dit Martin. Il a marqué 2 buts en 2 matchs. Il n'en marquera pas un par soir, mais c'est un joueur qui a des qualités, qui a du talent, et peut-être que ça va faire un joueur régulier dans la Ligue nationale. C'est bien possible. Alors, pour une équipe qui est en reconstruction puis qui se fait parler de choix au repêchage, puis de meilleure sélection, puis oui, il faut gagner, mais pas trop, parce que perdre, ça peut être important et tout, pendant 2 ans, d'enfin voir qu'il y a du renfort qui débarque en la personne de jeunes joueurs de 20, 21, 22 ans. Honnêtement, ça doit faire du bien. Ça doit être encourageant. Pour Caden Goulet, je ne serais peut-être pas tout seul. Pour tous ces joueurs-là, pour Suzuki et compagnie, de dire, OK, il y a du monde. C'est plus juste des promesses puis des espoirs. C'est aussi du concret, du tangible dans le présent. C'est pas la panacée, Heinemann. C'est pas lui qui va en marquer 30 par saison puis qui va venir révolutionner cette attaque-là. Mais c'est de l'aide de bonne aloi au bon moment, je dirais. Non, puis enfin, un 4e trio
qui ressemble à un quatrième trio, qui n'est pas juste... quatrième trio moderne, quand même. Non, mais qui n'est pas juste une tablette de joueurs qui sont soit en vitrine ou soit en... Evgeny Dadonov il y a 2 ans ou Tanner Pearson l'an dernier, qui sont là. Sont là. C'est là qu'il faut les mettre. C'est pas le quatrième trio classique qui est composé de joueurs d'énergie là, qui sont peu utilisés puis qui sont envoyés sur la patinoire pour secouer les pommes un peu. Mais c'est ça, c'est un trio qui est capable de participer offensivement. Moi, je me réjouis. C'est drôle, quand je regarde la brigade défensive de l'autre côté, je me réjouis de certaines choses, puis je m'inquiète d'autres choses que je vois. Premièrement, Kaden Goulet, je pense qu'il est en train vraiment de déployer ses ailes et de devenir la pierre d'assise de le général de cette brigade défensive-là. C'est impressionnant. Ouais, tout à fait d'accord. Compte tenu qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement, il n'y a pas eu de match préparatoire en plus. Mais il n'y a plus d'appendice. Il joue vraiment du hockey inspiré. Là, il est passé à un autre niveau. Il nous avait impressionnés au cours des saisons précédentes, mais là, il joue vraiment du gros hockey. Lane Hudson progresse encore plus vite que je pensais que ça allait se faire. Il crée un nombre incroyable de chances de marquer, d'ouverture, de brèches dans les défenses adverses. Hier, il a terminé le match avec -4. Puis honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps ce matin à regarder chacun des buts. Je pense que c'est le 5e but des Pingouins où Lane s'est aventuré très loin en territoire adverse derrière le filet, a tenté une passe devant. Mais là, le Canadien tirait de l'arrière par un but. Il restait quand même 8 minutes, il restait du temps, mais il prenait un risque pour essayer d'aller rechercher l'avance, mais il a créé beaucoup de chances de marquer. Il a joué un très bon match. Et le Canadien n'avait pas tiré au filet, je pense, après 13 minutes de jeu. Puis c'est lui, à un moment donné, qui a pris les choses en main puis qui a lancé. Il a connu une très bonne présence sur la patinoire, puis ça a lancé l'équipe et ça a donné du rythme. Et le Canadien est entré dans le match à partir de ce moment-là. Alors ça, tu regardes ces deux jeunes-là, tu dis, OK, là, la cavalerie arrive, puis il y a des gars qui vont avoir cette équipe-là en main, des jeunes qui vont prendre les commandes à un moment donné. David Savard a un début difficile, et je regarde Jacky, je pense, joue le pire hockey, son pire hockey depuis qu'il est arrivé chez le Canadien. On dirait qu'il n'a aucune confiance. Il régresse. Tu vois qu'il n'a pas confiance. Je ne sais pas si ce qui s'est passé au camp d'entraînement l'a marqué ou s'il lit des choses dans les médias dans les médias anglophones, parce qu'il ne lit pas le français. C'est pas de notre faute. Et Barron, il y a quand même... Barron est rendu à 22 ans. Là, il y a quand même de l'expérience aussi de la Ligue nationale. Et moi, ce qui me fascine encore hier, je pense qu'on avait parlé de ça il y a 2 semaines ou 3 semaines. Je disais qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu, Barron. Il va trouver le moyen dans un match de rater une passe de routine là, où il n'y a aucune pression. Il fait face à aucune pression adverse. Faire une remise sur le bâton, c'est acquis. On est dans la Ligue nationale. Là, puis il va saboter un jeu comme ça, puis ça va changer le match. Et hier, je parlais du manque de synchronisme du Canadien en première période. Lui a été un gros acteur de ça. Et c'est en 3e, à un moment donné, qu'il a fait un revirement, qu'il a fait une passe dans les patins à Matheson. Ouais. Là, qui a donné une espèce de semi-échappée. Là, à Michael Bunting. Ouais. C'est un jeu de routine. Là. On sort de la zone, il n'y a personne, il n'y a aucun joueur des Pingouins. Une passe dans les patins et ça vire de bord. Et là, je me dis, bon, OK, là, tu diriges cette équipe-là, tu dis, cette année, on va garder les gars imputables, on veut que le rendement soit là. Et là, tu as 7 défenseurs, tu as Struble qui est sur le bord de revenir ou pas, mais à mon sens, ni Jacky ni Barron sont très bons à date. En tout cas, je trouve ça décevant parce qu'il y a beaucoup de jeunes défenseurs qui sont arrivés en même temps, puis tu regardes, l'écrémage se fait, là, puis à la fin, il n'en restera pas tant que ça qui vont jouer un rôle déterminant dans une équipe gagnante. Moi, je me demandais, on parle de la défensive et tout ça, je me demandais quand on a renvoyé Alex Barré-Boulet à Laval, c'était quoi le prochain? C'était quoi le plan? Peut-être que ce n'est qu'accumuler, parce que quand... C'est un peu compliqué, mais dans le fond, avant la date limite des échanges, plus vous avez de l'espace sous le plafond salarial durant la saison, plus vous cumulez des dollars là, qui vont vous donner de l'espace ou de la marge de manœuvre une fois la date limite des échanges venue. Donc, et ça s'accumule quotidiennement à chaque jour. Donc,
chaque journée gagnée, si on veut, où on peut en mettre un petit peu plus en banque. C'est comme si vous épargniez. Ça peut être bénéfique pour le Canadien. Alors, peut-être que c'était simplement ça. On a une équipe en santé. Ça ne sert à rien d'avoir 3 joueurs en surplus. C'est ça. Un attaquant puis un défenseur en surplus. Exactement. Ça ne sert à rien d'avoir 3 joueurs en surplus. Pour l'instant, on va envoyer Barré-Boulet à Laval. Et puis, comme ça, on va jouer à la fourmi plutôt qu'à la cigale. C'est ça, hein? C'est la cigale qui dépense. Ouais, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas cité La Fontaine. Je suis content. Oui, c'est du bien. Oui, il fallait élever le niveau un peu dans ce balado. Ouais. Mais bref, alors ce n'est probablement que ça. Mais au début, je me disais, c'est-tu Logan qui s'en vient, tu sais? Alors que non. Mais peut-être qu'éventuellement... Et Struble, là, il est blessé, mais Struble va prendre la place de Xhekaj dès qu'il revient. Absolument. Là. Puis on verra quel effet ça aura, parce que c'est ça, peut-être qu'on s'en doutait pas, mais j'ai l'impression que Jayden Struble a un plus grand rôle à jouer que ce que cette affirmation-là pouvait laisser deviner. Ouais, non? Il n'y a pas si longtemps. Ouais, exactement. Tout à fait, parce qu'il est en train de se développer comme un joueur fiable. Vraiment. C'est ce que Martin décrivait à propos de Barron, où les petites crampes au cerveau sorties de nulle part. Struble, c'est un joueur bien plus épuré, si je peux dire. Là, simplifié, poli. Dans son style de jeu. C'est pas un gars qui va sauter dans l'action n'importe quand pour appuyer l'attaque. Puis bon, c'est pas nécessairement son style, mais c'est un athlète de premier plan. Là. Physiquement, c'est une bête de somme. Et il est constant. Il fait sa petite affaire. On ne l'a pas vu encore depuis le début de la saison régulière, mais quand même, ça a été beaucoup ça l'année dernière jusqu'à ce qu'il connaisse certaines ratées en fin de saison, ce qui est un peu normal pour un jeune là, qui fait ses premières armes. Mais pendant le calendrier préparatoire, ça a probablement été un des défenseurs les plus solides. Alors, c'est sûr que le poste de Xhekaj est en jeu. Et lui, s'il réussit à maintenir ce niveau-là, va apporter une stabilité au sein du troisième duo, c'est certain. Là. Puis là, c'est rendu tellement un problème, Xhekaj et Barron, que Saint-Louis ne les fait plus jouer ensemble. Là. À chaque match, là, il défait le duo. Exact. Puis Matheson et Barron ont passé la majeure partie de la rencontre ensemble hier. On amène Hudson avec Goulet. On est clairement en train... C'est fou, le Caden Goulet sert de papa à Lane Hudson, alors que c'est sa 3e saison puis qu'il a 22 ans. C'est un père précoce. C'est un jeune papa, mais tu sais, qui en a dedans puis qui prend ses responsabilités au sérieux. Alors là, il y a évidemment... les prémices d'un premier duo défensif, je pense, pour les années à venir. Là, on s'entend en Hudson et Goulet. Puis là, ça permet à Xhekaj d'être avec Savard. Mais Savard, ça a été un de ses pires matchs. Oui, c'est ça. J'aimerais qu'on conclue avec ça. Ils sont nombreux à avoir, c'est ça, identifié ce match-là contre les Pingouins comme un match difficile pour Savard, mais... Je sais pas s'il est blessé ou s'il y a quelque chose. Il a joué juste 16 minutes. 13 minutes à Boston. 13 à Boston, 16 C'était le plus faible taux d'utilisation depuis qu'il est avec le Canadien. Il y a anguille sur roche. C'est tout à fait possible. Puis c'est pas une bonne nouvelle pour le Canadien parce que le bateau prend l'eau ailleurs en défense. Là. Si en plus, il faut que Savard laisse un trou, ça pourrait drôlement se compliquer, effectivement. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. On vous a demandé quelle est votre surprise du début de saison dans la LNH. Devinez les 2 noms qui sont revenus les plus souvent dans les réponses. C'était pour le Canadien ou en général? C'était dans la LNH. Le Canadien joue dans la LNH. Là. Fait que oui, 100%, 90% Canadien. Lane Hudson et Samuel Montembeault. D'ailleurs, faisons une parenthèse, on n'a pas assez capoté sur Lane Hudson. Il faudrait capoter un peu plus. Alex, veux-tu faire comme « Oh, oh, oh! Wow! Oh! » Non, mais j'ai un peu écrit sur lui samedi, puis je pense qu'une des bonnes réponses que Martin Saint-Louis a donné, c'est que c'est un joueur qui... comme absolument aucunement intimidé par la Ligue nationale. Il y a beaucoup de jeunes de 20 ans qui veulent être là, mais qui, au fond d'eux-mêmes, là, dans leur tréfonds, sont pas rendus, ne se voient pas là, ont encore des craintes et tout. Le syndrome de l'imposteur. Peut-être un peu. Et lui ne l'a absolument pas, et c'est ce qui lui permet de jouer exactement comme il le fait dans tous les niveaux où il est passé. C'est ça qui est fascinant, comme sa période d'adaptation semble avoir été
presque nul, en fait. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pratiquement pas eu. Et le style qu'il jouait avec le Programme national de développement américain quand il avait 16 ans, ou au Mondial junior, ou au Mondial senior, ou à l'université les 2 dernières années, c'est exactement le même qu'il est capable d'appliquer en partant dans la Ligue nationale. Moi, c'est ce qui me fascine le plus, là. C'est l'absence de période de transition. Il se comporte, il joue comme il l'entend, dans ses forces, de la même manière qu'avant. Et probablement tout ça part du fait que lui, il se dit, écoute, je suis capable de jouer avec ces gars-là. Ils sont pas si bons. Ils sont bons, mais... C'est quoi le prochain niveau? C'est correct, là. Il n'y en a pas, Lane. T'es arrivé, t'es au sommet. C'est ça ce qui est fascinant, c'est qu'il va y en avoir un autre niveau. C'est sûr. C'est impressionnant. Moi, juste une petite note, moi, c'est son acharnement. Oui, il y a des habiletés. C'est pas comme un super patineur, mais en même temps, il patine. Puis là, c'est pas un patineur explosif, mais très agile. Exactement. Oui. Puis évidemment, le maniement de rondelle et tout ça, évidemment, mais l'acharnement, autant dans ses prouesses offensives, parce qu'il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais là, les fins de la tête. Puis, mais quand tu le regardes en récupération, il est pareil, il est teigneux, il lâche. Et ça, je sais pas, à un moment donné, peut-être que le gars va s'essouffler ou je sais pas. C'est comme ça qu'il a toujours. Combien de poumons a-t-il? C'est ça qui. J'espère qu'il y en a 3. Ça prendrait 3. Enfin. OK, on demandait donc... alors, beaucoup de Lane Hutson, beaucoup de Samuel Montembeault aussi, dont le nom revenait souvent, qui a vraiment pas eu un match ordinaire hier. Là. Il a été égal à lui-même, j'ai trouvé. Le but égalisateur, il s'en voulait. C'était quand même toute une shot de mon Lars. C'était une belle shot, oui. C'était un tir extrêmement pas. Il n'y avait pas de... J'ai comme été fasciné de voir que Lars Eller est rendu comme à 1040 matchs dans la Ligue nationale. C'est tout un joueur. C'est tout un joueur. Oui, c'est une superbe carrière. Encore à ce jour, je prédis à mon ami Jeff qu'il va faire 20 buts par année. Ça fait longtemps que je fais. Il l'a jamais fait? Je pense pas, non. Je pense 18 avec les Caps une année, je pense. Oui, 18, c'est son sommet. C'est ça, en tout cas. Wow. Alors, quelle est votre surprise du début de saison dans la LNH? Il y a Mathieu sur le book qui dit le début de saison de Huberdeau et Manta avec les Flames. Oui, ou juste les Flames. Les Flames. Participe de ça. Je trouve que c'est une belle histoire, ça, Huberdeau avec Manta. J'ai l'impression qu'ils peuvent se concocter une saison de rédemption. Les deux ça ensemble. Se peut, hein? Oui. On leur souhaite, honnêtement. J'ai lu... Ils avaient de l'histoire ensemble. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'ils ont joué ensemble dans le junior? Non, pas du tout. Mais il me semble que j'ai lu qu'il y avait comme une connexion. Il y a 2 ans de différence là, dans les années de repêchage. Peut-être qu'ils s'entraînent ensemble. Manta jouait à Val-d'Or. Et Huberdeau était au Nouveau-Brunswick. Exact. OK. Il y en a peut-être une autre. Je veux dire, tous les joueurs québécois de la Ligue nationale se connaissent là, d'une façon ou d'une autre. Évidemment. Je pourrais pas dire, je suis désolé. Il fréquente le même franchise là, d'un restaurant que je sais pas. Je ne voulais pas identifier personne et ça tombe à l'eau. Sur le book toujours, Olivier. Je vais me les garder pour la fin, ceux-là, parce que ça va nous faire une transition. Sur Instagram... on a... on va y aller tout de suite avec les Oilers. Non, mais Gilles dit la belle performance des Oilers sur le book. Olivier, Edmonton qui passe 0-3. C'était pas sur ma carte, ça c'est sur Twitter. Puis Master of Reflection sur le Gram, lui aussi Oilers 0-3, différentiel de moins 12. Il dit avec un Draisaitl à 14 millions, mais c'est l'an prochain. C'est l'année prochaine. Oui. C'est pas grave, Master, on a compris. Mais ça, c'est leur stratégie aux Oilers. Il y a le tir caché d'Emil Heinemann et il y a... Le début de saison caché. C'est ça, des Oilers. Ça a bien marché, ça a bien fonctionné la saison dernière. C'est quand même une équipe qui a subi des changements. Là. C'est jamais une bonne idée de partir comme ça. On n'est pas inquiet pour eux, là, mais c'est jamais une bonne idée. Puis là, 2 années de suite, il y a peut-être un petit peu... c'est peut-être un peu un lendemain de veille aussi. Là. Ça a été une élimination très difficile à encaisser. On va leur donner du temps. Ils ont su se rattraper l'année passée. Est-ce qu'il va falloir changer d'entraîneur comme... Ça avait été ça. Ça avait pris ça l'année dernière. Là, il est encore tôt, mais quand même, une équipe qui a participé à la finale de la Coupe Stanley comme ça, 3 buts marqués en 3 matchs, 15 buts accordés, c'est un pas pire différentiel pour commencer la saison. Puis je pense qu'on en parlait la semaine dernière. Ils ont quand même eu beaucoup de changements à faire en défensive, à la brigade défensive. Puis c'est important dans une équipe de hockey. Ce sont ces gars-là qui font circuler la rondelle. Mais ça reste que c'est les
les défenseurs les moins importants. Oui. C'est le top 3-4 est encore là, donc tu te dis, il devrait être dans la continuité, mais tu as raison, ça semble avoir eu un impact. Des joueurs qui sont partis à l'avant aussi, on intègre des gars comme Arvidsson, Skinner. C'est ça, il y a du changement, il faut voir. C'est un mélange de plein d'affaires, mais théoriquement, ça ne devrait pas être un problème, mais mieux de ne pas tarder. Je veux dire, moi, si j'étais eux, je ne me placerais pas dans la même position que celle de l'année dernière, où ils sont devenus à peu près la seule équipe dans l'histoire à être en mesure de combler un déficit pareil. C'est pas une bonne idée de tenter le diable et de dire on va le faire 2 ans. Oui. Ça n'a jamais été fait avant, mais nous, on va le faire 2 ans de suite. Non, et la Thanksgiving américaine. Ça s'en vient, c'est dans un mois. Voilà, tenez-vous là pour dire. Et puis, puisqu'on est dans les faux départs, juste un mot sur les Sabres de Buffalo, qui l'ont pas eu facile avec les matchs en République tchèque. Non, Et deux défaites. qui l'ont pas facile. Enfin, ils ont gagné, je pense. Ils ont gagné leur dernier match. Lundi ou dimanche soir. Mais il y a de la chicane à l'entraînement. Puis ça peut juste être... Et pas juste une petite bousculade. C'est pas de grosse qualité. Ouais. Là. Et c'est le capitaine. Vous avez vu? Là, Oui. On me l'a décrit. Vous, les auditeurs, l'avez-vous? Ah, il n'y a personne qui Ils te répond. répondent pas. Non, personne qui Tu les répond. déranges. Ouais. Tu les déranges dans leur jogging. Attention, là. Mais moi, c'est ce qui m'a un peu fasciné là, dans cette histoire-là, c'est que c'est Rasmus Dahlin, qui est le capitaine de cette équipe-là, qui est venu geler son coéquipier parce qu'il l'avait probablement accroché accidentellement par inadvertance. Avec son bâton. C'est ça. Donc, bâton élevé d'en face. Dahlin a reçu le bâton de Peyton Krebs dans le visage sur une séquence précédente. À l'entraînement. Et puis, on croit bien que c'était accidentel. Et puis, il s'est fait plaisir. Puis, il est venu le frapper en plein milieu de la glace. Dangereusement, près des genoux. Tu peux blesser un de tes coéquipiers. Puis, immédiatement après la mise en échec, Dahlin a jeté les gants, a sauté dessus à coups de poing. Là. Ah oui. Ah non, c'était... Fait que c'est pas le petit réfifi d'entraînement. Là. Non. On se poussaille dans le coin. Puis on les Souban, mettons. C'est ça. Ça, c'est cute. Mais, OK. Mais, je regardais... C'est parce que s'il y a une équipe qui ne peut pas se permettre de partir 0-3 puis d'avoir un mauvais début de saison, c'est bien les Sabres. Ouais. C'est à l'autre bout du spectre par rapport aux Oilers. Là. Mais tu ne peux pas. Là, dans non, leur c'est cas. ça. Ça ne marchera pas. Non, c'est parce qu'ils ne seront pas capables, mais aussi parce que la ville va prendre feu ou l'équipe va imploser. Là. Je veux dire, ils n'ont pas participé aux séries depuis 13 ans, pas gagné une ronde éliminatoire depuis presque 20 ans. 2007, je pense. Tu disais la dernière fois, Martin? 2011. 2011 non, 2007. Ils ont participé aux séries en 2011, mais ils n'ont pas remporté série. Pas remporté série depuis 2007. Et on n'arrête pas de dire, bon, ben là, c'est cette année, c'est cette année. Et ils peuvent absolument pas se permettre de se creuser un trou en partant parce que honnêtement, ça va être je pense que ce serait la fin de ce noyau-là. Là, t'sais. Mais j'allais dire, alors que des fois, là, un peu de bousculade à l'entraînement, ça fait sortir le méchant. Pas sûr que ça se qualifie. Quand les Blues de Saint-Louis se sont battus à l'entraînement la veille d'entreprendre la plus épique des remontées de l'histoire de la Ligue nationale en 2019. C'était pas le même... C'était méchant de mémoire. Ouais. Mais cet incident-là était particulier. Mais ces choses-là ne restent pas. Au hockey, là, c'est un sport particulier pour ça, parce qu'il y a des choses qui surviennent parfois qui génèrent les pires sentiments chez un être humain, puis ça se transforme en esclame, puis 5 minutes après, c'est terminé. Là. Moi, j'ai joué dans des ligues de garage avec des amis. Ah ouais, mais ça. Je voulais les tuer, là, j'étais prêt. Puis après ça, on prenait une bière après le match ensemble, puis on riait de ça, mais c'est un sport très particulier. Qui génère. Ouais. Ah, ça vient chercher quelque chose en toi. C'est pas toujours le plus beau côté de l'humain qui ressort. Là. Ouais. Mais il y a des joueurs épais dans les ligues de garage aussi qu'on dirait qu'ils oublient qu'on a comme des enfants puis une job le lendemain. J'ai besoin, c'est ça, de pouvoir marcher. Là, en tout cas. Alors, il y a des joueurs épais dans les ligues de garage. Il y en a partout. Le sport n'est que le reflet de la société. Alors, voilà. C'est ça. Bon, on va clore là-dessus. Il y avait de la grande visite au Centre Bell lundi. Moi, j'avais pas compris. D'abord, quand j'ai su que c'était à 19h30, j'étais contrarié. Parce que j'ai mes petites habitudes. Puis j'aime pas ça. J'aime pas ça me coucher plus tard. Mais j'avais pas compris que c'était parce que c'était pour
plié devant le Amazon, le tout-puissant Amazon qui est là maintenant et qui a décidé de diffuser des matchs tous les lundis soirs. C'est le Canadien et les Pingouins qui inauguraient ça. Hein? Oui. C'est ce que j'ai compris. Donc, il y avait tout le brouhaha et il y avait Gary Bettman en personne, monsieur, oui, madame, le commissaire en chair et en os, qui est venu dire essentiellement à Alain Crête, parce que moi, je regardais le match à RDS, qui est venu dire à Alain Crête, profite-en, mon vieux. Parce que le câble, ça achève. Ben écoute, il a presque dit. Il a presque dit tout le monde se désabonne du câble. Et Alain a encaissé ça comme un vrai. Avec stoïcisme. Oui, mais j'ai trouvé que c'était frontal un peu comme affirmation. Ouais. Écoute, bon, Gary Bettman est venu à Montréal. Et il ne s'est pas déplacé pour dire simplement qu'il était content que Amazon diffuse des matchs dorénavant. Il y a une situation particulière au Canada. Son métier, Gary Bettman, c'est d'aller chercher des revenus pour la Ligue. Et les contrats de télévision, c'est probablement le premier item dans sa définition de tâche. Oui. Il a frappé un coup de circuit il y a 10 ans avec le contrat de 5,2 milliards qui a été signé par Rogers. Rogers s'était viré de bord, avait vendu les droits francophones à TVA. Donc, 5,2 milliards pour le contrat canadien. C'est plus que le contrat américain, là. Alors, c'était considérable. Mais la situation médiatique au Canada est particulière, là, parce que Sportsnet a perdu énormément d'argent avec ce contrat de télévision-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont, probablement pour ça, en partie, qu'ils ont vendu les droits du lundi soir à Amazon. Oui, les sous-traites. Oui, exactement. Et RDS appartient à Bell. Bell est endetté par-dessus la tête. Là. Il y a quelques semaines, Bell a vendu sa participation dans les... Maple Leafs Sports and Entertainment. Exactement, pour aller chercher des revenus pour combler une partie de sa dette. Et... comme les détenteurs de droits nationaux ont perdu beaucoup d'argent, pas besoin de faire une longue enquête pour conclure que probablement que Rogers ne va pas s'ouvrir les veines pour en perdre davantage avec le prochain contrat national et que Bell est peut-être satisfait d'avoir les droits locaux du Canadien, avoir ce nombre de matchs-là et ne sera pas vraiment dans la course pour les droits nationaux. Alors, ce que Gary Bettman doit faire, c'est de trouver d'autres joueurs médiatiques qui sont prêts à mettre de l'argent là-dedans, de peut-être séparer la tarte en quelques pointes de plus pour qu'il y ait plus de joueurs qui achètent des droits et qui réussissent à accroître le niveau de revenu. Moi, j'ai hâte de voir comment il va parvenir à faire ça. Alors, donc, entre dans la danse Amazon Prime et Gary Bettman vient à Montréal pour commencer à mettre de la pression sur ceux qui détiennent déjà les droits pour dire, là, il y a un nouveau joueur qui entre dans la danse et... va falloir, vous êtes en train de disparaître. Amazon a plus d'abonnés que le câble en a au Canada. Et donc, ce sont des joueurs sérieux. Et la fenêtre pour commencer à renégocier les droits avec les détenteurs actuels s'ouvre au mois de janvier. C'est en janvier-février. Alors, on voyait dans son discours qu'il était venu pour mettre la table. Dire, voici. Puis, il y a un nouveau joueur qui entre en scène et... les autres qui sont en train de disparaître, semble-t-il, dont les abonnés fuient, il va falloir s'adapter. Ils s'arrangeront. Mais dans les faits, lui, son travail à Gary Bettman, c'est de maintenir tout le monde en vie. Il faut qu'il y ait le plus d'acheteurs de droits possible. Pour créer de la compétition. Créer de la compétition, que ce soit le plus élevé possible. Et tu regardes dans la NFL, ils ont maintenant, avec le nouveau contrat de télévision, Amazon, CBS, ESPN, ABC, qui font partie du même conglomérat, NBC et Fox. Donc, ils ont séparé la tarte en énormément de joueurs. Il y a tous les diffuseurs américains se disent la NFL, c'est ce qui génère le plus d'audience. On ne peut pas ne pas avoir de NFL dans notre programmation. Et hier, il a fait la comparaison, Bettman, en disant la Ligue nationale de hockey, c'est comme la NFL aux Canada. Au Canada, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent canadien. Alors, oui, en partie. Mais c'est tout puissant. Je veux dire, le hockey de la LNH au Canada, c'est tout puissant. Mais c'est un beaucoup plus petit gâteau. Ben oui. Exact. Alors, mais il reste que même si Amazon entre dans la course... pas tant de joueurs que ça. Il n'y a pas tant de joueurs que ça qui sont là pour acheter les droits. Tu sais, CBC, Radio-Canada ne sera pas à abandonner ces droits-là il y a longtemps.
Et je pense que c'est tout à fait raisonné puis tout à fait. Ouais. Mais regardons la réalité médiatique au Canada. Il n'y a pas tant de joueurs que ça. Fait qu'il va peut-être courir, Bettman, après aller cogner à la porte d'Apple, aller cogner à la porte d'autres pour essayer de créer une compétition. Il va mettre en compétition les autres plateformes de streaming. Apple est intéressé par ça. Ils ont des matchs de la MLS en français. Baseball majeur. Baseball majeur, DAZN peut s'inviter dans la c'est sûr qu'ils vont être... Mais là, je vais me permettre une réflexion à voix haute. Oui, vas-y. Tu sais, les droits nationaux, là, je veux dire, c'est pas plus intéressant, il me semble. Est-ce qu'il y a tant de gens dans des marchés définis? Est-ce que c'est vraiment ça le... Tu sais, si je prends l'exemple du Québec, là, je veux dire, il y en a des gens là, qui regardent Oilers, Flames, là. Il y en a, là. Mais bon sang, c'est pas ça. C'est pas avec ça que tu fais de l'argent. C'est pas intéressant au Québec, hein, les droits nationaux. Mais ailleurs, mais est-ce que ça se transpose? J'imagine que c'est pas tant différent ailleurs, au Canada. Mais Sportsnet en fait un rendez-vous national. Ils ont un match qui est présenté à 19h, 2 équipes de l'Est, un match plus tard dans l'Ouest qui est présenté, puis ils font toute la programmation de leur soirée. Ils ont 3 rendez-vous nationaux par semaine. Donc le samedi, puis les 2 autres, je pense que c'est le lundi et le mercredi. Donc oui, j'imagine que c'est intéressant pour eux. Reste que... Ils font pas d'argent. Ils en perdent parce que ça coûte près de 500 millions par année à peu près que... on donne environ. Là, donc, c'est énorme. Puis, ça ne peut qu'être bénéfique pour la Ligue nationale de mettre tout ce monde-là en compétition. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver pour le prochain contrat de télévision où on va voir la tarte se morceler. C'est ça. Puis, il va en avoir encore de la part de câbleaux c'est un peu ce que Bettman a dit aussi à Alain hier. Il lui a dit... Pauvre Alain. Non, mais c'est pour le consoler peut-être, mais c'est ça. Il a parlé de morcellement. Il y a encore de la place pour tout le monde. Absolument, c'est sûrement ça qui va arriver. Puis on verra combien de temps, de quelle durée sera ce prochain contrat, mais c'est possible que l'autre contrat suivant, disons peut-être dans une dizaine d'années, mais qu'à ce moment-là, le morcellement va être entre les différentes plateformes de streaming. Puis Amazon, ça fait une spécialité d'aller chercher dans les différents pays où on s'implante là, sur la diffusion sportive en direct, d'aller chercher les sports locaux, favoris, exactement, les sports nationaux. Ouais. Bon, ils l'ont fait avec le football aux États-Unis, ils le font avec le hockey ici, ils l'ont fait avec le tennis en France il y a quelques années, puis ça avait fait grand bruit à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup de gens abonnés au câble traditionnel qui avaient pu accès aux matchs de soirée à Roland-Garros. On a fait ça donc pour le tournoi de Roland-Garros pendant les 2 semaines. Tous les matchs de soir, là, c'est le match Amazon. Là. Donc, c'est la session de soirée. On a même bousculé le calendrier, si je peux dire, ou l'horaire de jour, parce qu'on ne faisait jamais de match qui commençait à 8h, 8h30 avant. Et puis là, avec le toit sur le Philippe-Chatrier, l'éclairage, tout ça, on s'est permis de faire ça, mais ce qui n'était jamais le cas avant. Donc, même pour la plateforme de diffusion en direct, on a ajusté les façons de faire du tournoi. Alors, Amazon se fait cette spécialité-là d'aller vraiment chercher les sports nationaux un peu partout où ils sont, puis de s'implanter avec fracas dans les différents marchés. Alors, ils ont le pied dans la porte, puis c'est clair que ce n'est qu'un début. Là. Ils vont partir avec une longueur d'avance sur les autres, Apple de ce monde et compagnie, mais je pense qu'ils sont là pour rester. Mais il y a quand même un danger dans ça. Je me souviens, il y a quelques années, à l'université, j'avais fait un travail là-dessus. Les ligues, généralement, les ligues performantes là, d'un point de vue financier, s'assurent toujours de garder une présence à la télé généraliste, à la télé gratuite, pour que le plus grand public possible puisse voir ait un accès pour maintenir la popularité, parce que ce sont des chiffres que tu peux montrer quand tu négocies après ça. Et en Europe, il y a des ligues de foot, notamment, qui ont pris des virages, aller uniquement sur du payant. Sur du payant, et ça fait chuter les auditoires de façon importante. Et là, si on se met à disséminer les droits uniquement sur des plateformes payantes, il y a des gens, à un moment donné, qui ne s'abonneront pas à 4 fournisseurs différents pour pouvoir voir les matchs. Parce que c'est ça l'année canadiens. aussi, là, que les gens se le disent. Là, il va falloir s'abonner à 2-3 affaires. C'est ça. Si tu es un fan fini et que tu n'achètes jamais un billet pour aller au Centre Bell, il va falloir que tu payes quand même pour voir jouer l'équipe. Alors ça, d'un point de vue, c'est peut-être bon à court terme parce que là, tu as plusieurs sources de revenus, plusieurs diffuseurs qui paient pour les droits, mais si tes audiences baissent,
est-ce que tu sers vraiment les intérêts à long terme? C'est ça. Mais là, au Québec, ça fait 20 ans qu'il y a plus... C'est ça. En français, sur des TV généralistes. Ouais, en français. En anglais, tu peux regarder le samedi soir à CBC. Ouais. Parce que Sportsnet, c'était pas supposé d'être le cas au début. Là. Le samedi soir, les matchs de la télévision nationale, Sportsnet a fait une entente avec CBC. Au début, ils utilisaient même leur studio, leur équipement. Ils étaient physiquement dans les bureaux de CBC parce qu'ils se rendaient compte que ça coûtait extrêmement cher bâtir ces studios-là, utiliser leur monde. Donc, je ne sais pas exactement c'était quoi la valeur de l'entente puis les différentes clauses du contrat, mais ils ont puis c'était supposé durer juste 4 ans sur les 12 là, de permettre cette transition-là. Puis finalement, Sportsnet a ses propres bureaux, ses propres studios, puis ça se passe là maintenant, mais ils ont continué pendant la durée du contrat. Ils se sont entendus pour continuer à diffuser Hockey Night in Canada sur CBC aussi, alors que c'était pas le plan au départ. Donc, c'est ça. Mais en français, c'est terminé depuis longtemps, ça. Bon, je pense qu'on n'a pas le choix. Là. Gary a dit une autre affaire intéressante. Oui, il faut en parler. Là. Tu veux dire qu'il ne changera pas le calendrier préparatoire, c'est ça que tu veux dire? C'est de ça dont tu veux parler? Non, mais c'était la première fois qu'il disait ça aussi. C'est ça, il était très frontal, Gary. Il est venu à Québec, il est venu à Montréal. D'ailleurs, Gary nous a dit qu'il prenait ses vacances à Québec. Oui, c'est à noter. J'ai hâte de le croiser au cochon dingue. Non, mais je n'ai pas le droit de le nommer. Je suis désolé. Non, mais là, c'est un nom inventé. Oui, c'est ça. Bon. Mais en même temps, c'est pas dangereux pour lui de passer quand j'y pense. Là. C'est une belle place de faire lancer des boules de neige. C'est comme si Carrie Fraser passait ses vacances à Québec. Après, les deux ensemble. Les deux couples. Oui, un double date. Non, mais Gary était venu à Montréal. C'est comme là, Martin Leclerc spécifiait que... L'année va être longue. Non, mais... je vais juste l'appeler Leclerc. Je vais arrêter. Non, mais c'est moi je vais arrêter de... C'est souvent évident, là, à quel Martin tu fais référence. Leclerc précisait que Gary n'était pas venu à Montréal pour aller voir les Alouettes là, l'après-midi, puis qu'il y avait un message à passer. Donc, oui, mais il y a genre 1 an et demi, 2 ans, il était venu dans un match Montréal-Boston, puis on était tous comme un peu... Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y avait pas tant de messages à passer à ce moment-là. On l'avait bombardé de questions sur toutes sortes de sujets. C'était dans la foulée d'Ivan Provorov et autres joueurs russes qui n'avaient pas voulu porter les chandails thématiques de la soirée de la fierté gay, ou LGBTQ, plus et compagnie. Et il y avait ça, il y avait... est-ce qu'il va y avoir un match en plein air à Montréal où vous n'avez toujours pas de stade? On était vraiment partis dans toutes les directions. Je ne pense pas qu'il y avait de message à passer ce jour-là. Il s'ennuyait de Montréal-Boston, je pense. Alors que lundi soir, c'était pas mal plus clair. Mais cette fois-là, donc il y a 1 an et quelques ou 2 ans, je ne sais plus exactement, il y avait un peu dit ça aussi à propos de Québec, parce que là, on va le dire, là, de quoi on parle aux gens. Il y avait un peu dit « j'ai pas d'interlocuteur sérieux ». Donc, qu'on parle par là de promoteurs, là, parce qu'évidemment, le gouvernement veut en parler à toutes les semaines. Oui, mais c'est pas eux autres qui sont propriétaires. Rendu là. Pourquoi pas? Non, mais... peut-être que rendu là. M. Legault commence à y penser. Je sais pas, ça se peut. Mais donc, alors ce que Bettman a dit hier, c'est ça, c'est qu'il n'y a personne qui porte le projet. Puis, je pense que Pierre-Carl Pellado a dit en entrevue, il n'y a pas si longtemps, que ça commençait à être un peu dispendieux, là, tout ça, puis c'est pas quelque chose qu'il pouvait faire tout seul. Mais il faut quand même être culotté. Là. Moi, j'ai jamais cru que Québécois obtiendrait une équipe, mais de dire on n'a jamais eu, il n'y a jamais eu un interlocuteur suffisamment engagé et prêt à se commettre financièrement pour être considéré. Il y a un amphithéâtre qui a été construit à Québec parce que la vague de fonds, c'était la Ligue nationale nous considère. Québécois a pris le contrat de gestion de l'amphithéâtre à Québec en se disant on va avoir une équipe de la Ligue nationale et il faut qu'on gère notre amphithéâtre. Québécois a déboursé 800 millions de dollars pour devenir ami avec la Ligue nationale puis dire on va avoir un réseau de sport, on va diffuser les matchs de notre équipe. Et donc, RDS sera le réseau du Canadien et TVA sera le réseau des Nordiques. Alors, ils se sont positionnés. Quand il y a eu l'expansion qui a permis à Vegas d'entrer dans la Ligue, on a lancé un processus. On a dit les villes qui veulent être candidates... c'est 2 millions pour poser sa candidature, puis il y a 1 million de remboursables seulement. Et au dernier nouvelle, Québécois a déposé une candidature. La Ligue nationale a laissé Québécois, alors que c'était Vegas qui était écrit dans le ciel. Là.
Ils ont laissé Québécois faire leur dépôt, puis le président de Vidéotron était là quand on a annoncé qui allait obtenir une équipe. Le président de Vidéotron était là, puis le président de Vidéotron était là, je pense, à la soirée de remise des prix de la Ligue nationale cette année-là. Tu sais, ils étaient... Il y avait de la proximité. Ils étaient copains, ouais. là. Mais là, maintenant qu'ils ont empoché l'argent et qu'ils s'apprêtent à virer de bord avec les droits de télé, tout ça, on n'a jamais eu d'interlocuteur sérieux. Je trouve que c'est une belle... c'est vrai. C'est un camouflet assez... C'est une claque au visage. C'est une claque au visage assez sérieuse. Ouais. Et souvenez-vous, ils avaient dit, quand ils ont donné l'équipe à Vegas, ils avaient dit, Québec, c'est pour plus tard peut-être, où on en reparlera, ou c'était pas un nom définitif, là, mais c'était pas clair, bon sang. Et ce que Bettman a dit hier, ça fait juste ajouter à cette espèce d'opacité-là, c'est que comment ça, pas d'interlocuteur? Il a dit c'est jamais arrivé encore. Il a dit c'est un interlocuteur sérieux, c'est jamais arrivé encore. Mais il y en a eu un certainement. Est-ce qu'il est encore là? Moi, c'est la question que je me pose. Est-il encore sérieux aujourd'hui? Visiblement, non. Carl Pelado a l'air de dire qu'il va falloir qu'on s'y mette à la gang. J'ai acheté les Alouettes à la place. C'est moins cher, puis c'est le fun. On a déjà un championnat. Ouais. On va peut-être en avoir un deuxième. Ouais, c'est ça. C'est plus le fun. Bon, donc voilà. Jusqu'à la prochaine visite de Gary, on va mettre ça sur la glace. Apparemment que c'était bon. J'écoutais les confrères de BPM ce matin, puis quelqu'un l'avait vu, le broadcast. Quelqu'un a fait un commentaire sur le broadcast de Prime. Apparemment que c'était bon. Moi, je ne l'ai pas vu. On l'a pas vu. Pas vu non plus, non. Ouais, ils n'ont pas à révolutionner. Ils partent pas de zéro. Je suis la rondelle, c'est ça. Puis ils sont allés chercher. Ils embauchent du monde qui font déjà ça dans la vie. Exact. C'est un bon plan. Oui. Martin Leclerc, tu fais ça dans la vie, toi, être chroniqueur principal au service des sports. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Et j'en suis reconnaissant. Ah, voilà, au lendemain de l'Action de grâce. Voilà. Qui a mangé de la dinde? Non. Ah ouais? Traditionnel. Eh oui. Traditionnel, Martin. Ben, bravo pour ça et pour l'ensemble. Et pour ces dernières, les quelques minutes qu'on vient de passer ensemble. Je vous renvoie le compliment, messieurs. Alexandre Gascon est un journaliste, récipiendaire. Oui, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit. Oui, c'est un récipiendaire du prix Jules Fournier. Jules Fournier, remis pour l'excellence en matière de mots qui se suivent. D'ailleurs, est-ce que je pourrais l'accrocher dans le studio? Ben oui! Ouais. Amène ça ici. Je devrais. C'est quoi ça? C'est comme un certificat? Ouais, comme un parchemin là, que j'ai fait encadrer, mais qui est dans un garde-robe, comme on dit. Ouais, avec tes Gémeaux et... Exact, mes autres prix. Ton Tony. Son prix Nobel. Mon Pulitzer, et mon Nobel de littérature. Off-Broadway. Alexandre Gascon, donc, journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Oui. OK. C'était le fun. Merci infiniment. Mais merci à toi. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. On passe une bonne semaine, tout le monde, et on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.